Donc, bonjour à tous, je suis Eugénie Ordenau, le webmaster d'Officeni. Et aujourd'hui, nous allons faire notre quatrième et dernier webinaire de notre cycle sur l'aménagement de l'environnement de travail. Et donc, je vais passer tout d'abord la parole au président d'Officeni, Stéphane Malherbe. Merci Eugénie. C'est avec à nouveau un grand plaisir que nous vous accueillons. Un grand plaisir parce que avec en partenariat Stéphane Martinez, président de l'UNED d'Île-de-France, et bien entendu Catherine qui est présente aujourd'hui, nous avons pris un vrai plaisir à concevoir effectivement ce cycle de 4 webinaires pour effectivement aborder dans toutes ces composantes ces nouveaux enjeux qui s'ouvrent à nous. En attendant de voir effectivement si on va assister à des vraies évolutions majeures, comme on a eu l'occasion hier d'en parler, à une évolution ou à des révolutions. Donc voilà, ça a été un vrai plaisir avec beaucoup de participants, de participantes, avec des personnes qui étaient également là les fois précédentes. Donc merci pour votre fidélité. Je vais passer, donc Catherine va bien entendu dans quelques secondes se présenter. C'est un vrai plaisir qu'elle se soit jointe à nous parce que effectivement, toutes ces problématiques d'aménagement de son espace personnel, en attendant de savoir si le télétravail sera une révolution en termes de jours ou voilà une semi-évolution, va nous présenter effectivement tout un tas de vrais sujets pour bien aménager son espace et bien y travailler. Et je passe tout de suite la parole à Stéphane Martinache, président de l'UNED Île-de-France, qui va nous présenter son syndicat. Merci Stéphane, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je vais vous parler en quelques instants de notre syndicat patronal des architectes d'intérieur, des designers, surtout pour mettre en avant l'importance pour vous en tant que maître d'ouvrage et client d'avoir un partenaire professionnel, qualifié, organisé et expert dans son domaine. Donc l'UNED regroupe l'ensemble des architectes d'intérieur et designers sur la France entière. Vous avez à l'intérieur de cette organisation différents types de profils, dont notamment aujourd'hui ceux qui vont pouvoir vous parler de l'environnement de travail, à la fois dans les espaces de travail tertiaires dédiés à cet usage, mais aussi, et c'est aujourd'hui le cas de Catherine, qui elle va pouvoir apporter une présentation et un focus plus particulier sur « je travaille à la maison » avec les avantages et les contraintes de cette situation. Elle va vous parler aussi d'ergonomie parce que globalement, on a quand même une bonne cinquantaine d'années de médecine du travail pour rectifier le dos, la posture assise, l'éclairage, la température, enfin voilà. Et tout ça, demain, si vous n'êtes plus au bureau traditionnel dans l'entreprise, est-ce que ça va disparaître ou pas? Donc là, Catherine apportera aussi un focus et une vision sur ce sujet. Pour avoir vu sa présentation, je pense que vous aurez du détail. Voilà. Donc, un mot aussi pour remercier Officeni et tout particulièrement Stéphane Malherbe et Eugénie pour l'organisation de façon très professionnelle et dans un temps extrêmement court. C'est un vrai plaisir pour nous de partager notre expertise, notre savoir-faire, même en quelques minutes et aussi rapidement que sur ces webinaires. Et on reste à votre disposition par l'intermédiaire d'Officeni si vous avez plus de questions, plus d'interrogations ou des besoins sur lesquels certains de nos membres pourraient vous accompagner. Voilà. Merci Stéphane. Je te rends la parole. Et Catherine, nous te donnons la parole. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Catherine Legal, je suis donc architecte d'intérieur et je fais partie de l'UNED. J'ai une expérience de 20 ans en fait en formation initiale et j'ai travaillé pendant les premières années dans un bureau à Paris qui était dédié plutôt aux particuliers, tout ce qui était appartements et hôtels particuliers de luxe. Et au bout de quelques années, en fait, je me suis retrouvée à travailler plutôt pour le tertiaire, où j'ai eu plusieurs années d'expérience, et notamment, en fin de compte, pour réaliser l'intégration du ministère des Affaires étrangères dans les imprimeries nationales de la Convention. Et j'ai également en fait travaillé avec la Réunion des musées nationaux pour les accompagner. Pardon Catherine, désolée, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort? Alors je vais essayer de parler beaucoup plus fort même. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord. Super. Voilà. Donc du coup, pendant ces années en fait d'expérience professionnelle dans le tertiaire, ça m'a permis de travailler l'implantation des bureaux et puis de rentrer dans la démarche en fait de l'ergonomie pour essayer en fait d'accompagner au mieux les utilisateurs et les salariés ou les agents.
Ça m'a permis en fait de me servir aujourd'hui, puisque aujourd'hui je retravaille plutôt pour le particulier et non plus du tout pour le tertiaire, d'accompagner les particuliers dans leur implantation d'espaces de travail chez eux notamment. Je pouvais constater en fin de compte avant le confinement que lorsque les personnes faisaient appel à mes services pour du conseil ou de l'aménagement, ils pouvaient me demander de temps en temps en fait un aménagement de bureau d'appoint. Mais c'était plutôt, j'ai envie de dire, pour du petit administratif, donc des choses en fin de compte qui ne prenaient pas beaucoup de temps. Depuis le déconfinement, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on constate vraiment que les personnes se posent la question d'avoir un bureau qui soit plus uniquement d'appoint, mais un petit peu plus sophistiqué et fonctionnel pour des temps plus longs. Et donc demandent régulièrement, en fin de compte, de les aider en fait à trouver des astuces pour les aider à aménager leur espace de travail, l'intégrer soit dans une pièce de vie ou bien dans une pièce s'ils peuvent complètement dédier au travail. Donc, il y a déjà ces éléments-là qui changent déjà entre avant et après le confinement. L'autre chose, c'est que finalement, on constate aussi que ce que je peux entendre de toutes les personnes qui sont restées en télétravail, c'est beaucoup de personnes qui se disent qu'ils n'arrêtent jamais de travailler, que finalement, ils sont accrochés à leur souris pour travailler, qui commencent dès le matin sans forcément faire de pause ni quoi que ce soit. Et puis alors, ce qui m'afflige encore plus, c'est quand je vois les photos des personnes, d'ailleurs que je vais vous montrer, qui sont des amis qui ont travaillé en télétravail, de voir la façon dont ils sont installés. Et là, je me dis juste, mais en fait, on a tout oublié de ce qu'on met en pratique en réalité quand on est normalement, en tout cas, au bureau. Donc, je vais vous présenter en fait un petit diaporama en même temps pour pouvoir vous expliquer et vous montrer en fait de quoi il s'agit et de quoi je parle avec des croquis. Donc, je vais faire un partage d'écran. Normalement, je devrais y arriver. On va essayer en tout cas. Hop. Donc là, normalement, c'est bon. C'est bon, Eugénie ? Ok. Donc, la première question en fait à se poser, ça va être d'abord l'assise. Est-ce que c'est le nerf de la guerre ? Oui, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est important d'être bien installé à son bureau. Ça fait partie des choses, des éléments en fin de compte qui peuvent, si on le met bien en place, éviter d'avoir certaines douleurs qui vont s'installer au fur et à mesure du temps et des semaines qui passent suite au confinement ou au télétravail à la maison. Dans les règles de base, on sait que lorsqu'on est assis, il faut que les cuisses soient parallèles au sol et que l'angle en fait entre les genoux et puis les cuisses soit à peu près de 90 degrés, de manière à ce que en fait, les cuisses ne soient pas en compression sur l'assise et que les pieds soient bien à plat au sol. Ça, c'est déjà une première chose. Ce qui veut dire que la hauteur d'assise a son importance puisqu'on est tous une morphologie complètement différente. Donc, première chose, la hauteur d'assise, c'est ça qu'il va falloir tester. Donc, si vous prenez une chaise de chez vous qui sert pour la salle à manger ou pour la cuisine ou autre, il va falloir regarder déjà ce premier détail de manière à être bien installé. La deuxième chose, ça va être la profondeur d'assise qui va également avoir son impact. À savoir que quand on est au bureau, souvent on a des chaises finalement qui sont adaptables aussi bien au niveau du dossier, de la profondeur d'assise, au niveau des accoudoirs, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas à la maison. Donc la profondeur d'assise est importante parce que l'idéal, c'est vraiment d'avoir le dos en fait en contact avec le dossier, comme on le voit en fait sur l'image qui est ici. C'est-à-dire que la première image est bonne. Si on commence en fin de compte à prendre d'autres postures, à se mettre en retrait, plus en avant sur l'assise ou tel que sur les images, on va au fur et à mesure du temps qui passe en fin de compte prendre des mauvaises postures et cumuler en fait une forme de fatigue. Maintenant, si je reviens en fait à l'image d'avant, on voit également que l'importance en fait du coude par rapport au bras. En fait, l'angle de 90 est aussi important par rapport au bras, c'est-à-dire avoir le bras en fait dans le prolongement du clavier. Cet angle-là en fait permet d'avoir les épaules qui sont détendues et non pas en fait les épaules qui sont soit redressées vers l'arrière, vers le cou ou en tension. Donc là, l'accessoire qui est l'accoudoir en fait peut nous aider parce que si on en a, c'est un avantage, ça peut permettre d'avoir les avant-bras qui reposent sur l'accoudoir et dans le prolongement en fait, du plan de travail et ainsi en fait, de travailler avec moins de fatigue au niveau du clavier.
On n'a pas tous des accoudoirs. D'ailleurs, il faudra faire attention également à ça. C'est que si vous prenez votre chaise de table à manger, les accoudoirs peuvent faire que vous n'arrivez pas à vous rapprocher suffisamment de la table. Et de ce fait, en fait, faire en sorte que vous soyez plus en avant sur votre assise et donc pas en contact avec votre dossier et vous prenez une fois de plus, en fait, une mauvaise posture. Les roulettes et tout ce qui est rotation de siège, ça peut être aussi intéressant et important dans le sens où dès lors que vous avez une imprimante, vous avez des éléments en fait à portée de main ou des documents à prendre qui sont un petit peu plus loin que le clavier, vous pouvez avoir besoin de faire une rotation avec le siège. Plutôt que d'avoir un siège fixe qui va vous obliger finalement à vous lever ou à vous contorsionner. Donc ça, c'est des choses qui effectivement sont toujours, j'ai envie de dire, d'actualité quand on est un siège de bureau en fait et qu'on est dans une société. Par contre, quand on est à la maison, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément sous le coude. Les accoudoirs, les roulettes, la rotation, etc. ne sont pas forcément présents sur tous les sièges. Une autre chose dont il faudra faire attention également, c'est que si vous aviez un siège à roulettes qui va pouvoir vous permettre de vous déplacer, de bien faire attention au type de roulette parce que c'est pas rare que pour dépanner, on soit allé acheter dans la grande distribution en fait un siège de bureau, dit de bureau, et qu'on se retrouve en fin de compte avec des roulettes pour sol souple et qu'on le pose en fait ce siège sur un sol en parquet par exemple. Si les roulettes ne sont pas les bonnes, vous allez en fait détériorer en l'occurrence par exemple votre parquet. Donc si c'est des roulettes pour sol souple, elles vont être dures pour bien rouler et donc du coup, elles vont en fait dégrader le vernis par exemple du parquet. Donc petit détail insignifiant a priori, mais qui par contre a des conséquences à long terme sur des petits détails de votre intérieur. Par ailleurs, voilà en fait justement des images en fait de personnes qui travaillent de chez elles et qui, pour le premier exemple, l'homme en fait montre que finalement il est en torsion sur sa chaise et il n'est même pas positionné vraiment en face. Pourquoi? Parce que c'est pareil, là encore, en fait sa souris est positionnée très à gauche, donc l'implantation en fait du clavier, l'implantation de l'écran vont être également importants. À savoir qu'il vaut mieux en fin de compte privilégier éventuellement un clavier où on n'a pas tout ce qui est numérotation sur la droite, de manière à avoir un clavier plus court et à être plus face en fait à son ordinateur. Donc, en soi, par rapport, là, une fois encore, la personne qui est à droite, qui est assise sur sa chaise, on voit qu'elle n'est pas du tout en contact avec son dossier et que donc, du coup, en fin de journée, elle risque d'avoir une fatigue au niveau du bas du dos qui va se créer au fur et à mesure. Au niveau des sièges, en fait, en soi, aujourd'hui, on sait qu'il existe des sièges ergonomiques qui sont vraiment étudiés pour. On n'y pense pas forcément parce qu'on prend le premier siège venu en fait à la maison pour se dépanner, mais finalement, on peut trouver des sièges qui s'intègrent à son intérieur et qui ont quand même des qualités ergonomiques si on va en fait dans le monde de la fourniture professionnelle. Et ça, ça peut être vraiment intéressant. Et on peut trouver des choses qui sont intéressantes esthétiquement. Au niveau de la chaise de bureau, si on n'a pas les moyens en fait, de s'acheter une chaise de bureau, j'ai envie de dire que dans ce cas-là, le principal, ça va être de faire en sorte au moins que vos pieds reposent bien, qu'elles soient à la bonne hauteur pour vous, parce que les chaises, une fois encore, en fait, n'ont pas toutes la même hauteur. Et puis, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une chaise de bureau ou en fait ergonomique, il y a toujours une autre solution qui consiste en fait au Swiss Ball. Alors là, en l'occurrence, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur un Swiss Ball. Je ne vais pas tous vous convertir aujourd'hui, ça c'est clair et net. Mais il y a un avantage, c'est que c'est pas cher. Ça permet d'être gonflé à la hauteur que l'on veut pour avoir la bonne hauteur d'assise. Et puis, en fait, ça muscle énormément en fait, au niveau des fessiers, etc. Et on est obligé de se tenir d'une certaine manière, donc normalement bien, pour pouvoir en fait tenir sur le ballon en équilibre. Donc, une solution, j'ai envie de dire, un peu moins coûteuse, surtout si on est déjà un petit peu sportif et qui peut vous aider à continuer à vous muscler. Ensuite, au niveau de la table, peut-on se servir de n'importe quelle table? La table à manger, la table de cuisine, la table basse, non, ça c'est sûr. Mais oui, bien sûr qu'on peut utiliser n'importe quelle table.
Mais il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que la hauteur de plateau, elle n'est pas standard en fait selon les tables. Les tables, les hauteurs de plateau sont en général entre 70 et 75 cm de hauteur. Sauf sur les deux exemples que je vous présente ici, où là par contre on est sur des hauteurs un peu entre deux, voire on peut même travailler en fait debout. Et dans ce cas-là, dans ces cas de figure-là, on sait que quoi qu'il arrive, il faudra toujours garder en fait l'idée du 90 degrés entre l'épaule et puis le bras, l'avant-bras, de manière à être bien et ne pas avoir les épaules qui remontent. Donc ça voudra dire que sur le siège de gauche, on adapte la hauteur du siège à la hauteur d'assise. Quand on est debout, mais dans ce cas-là, il faut que la table soit à la hauteur de soi-même et de sa taille. Donc, oui, la hauteur de la table est importante. Oui, on peut prendre n'importe quelle table, mais si en fait l'assise est réglable en hauteur, on peut prendre n'importe quelle table, et auquel cas en fait mettre un repose-pied sous les pieds pour avoir les pieds bien à plat. Par contre, si la table est réglable, ça voudrait dire qu'en fait l'assise pourrait être fixe, et dans ce cas-là, on ne serait pas obligé d'avoir un siège en fait, j'ai envie de dire réglable comme au bureau. Au niveau de la profondeur en fait, du plan de travail, elle est importante également. Et ça, on va le voir. L'idée, c'est d'éviter en tout cas ce que je suis en train de vous montrer. Éviter la petite table basse avec le siège 70s. Photo véridique envoyée par une ergonome. Tout ce qu'il ne faut pas, en fait, pour être bien positionné. Ou la photo de gauche, où clairement, en fait, déjà, c'est un homme qui est très grand, qui se retrouve, en fait, avec les genoux quasiment plus hauts, en fait, que son bassin, avec une petite table de bureau où il a les genoux qui sont dedans et pas, en fait, un idéal de confort pour travailler. En soi, en fait, on sait que une profondeur de bureau, ça va être le minimum, ça va être 70 cm de profondeur. Pourquoi? Parce que si vous avez moins, vous risquez de loucher à la fin de la journée. Vous risquez d'avoir potentiellement le clavier sur les genoux si vous êtes vraiment inférieur, et vous risquez de vous contorsionner si vous êtes en fait contre un mur, parce que vous n'aurez pas la profondeur pour pouvoir croiser les jambes ou pour pouvoir en fait avoir les pieds bien droits sous le plan de travail. Donc, le plan de travail, on trouve beaucoup de choses de bureau qui peuvent faire 120 par 60, par exemple, dans le commerce, mais ce n'est pas forcément l'idéal au quotidien, puisque l'idéal, c'est d'avoir en fait l'avant-bras, le bras en fait, qui touche juste l'écran. Et ça, c'est la distance idéale entre vos yeux et l'écran pour, j'ai envie de dire, garder vos yeux en bonne santé. En soi, l'autre paramètre dont je voulais vous parler également, c'est que l'écran va avoir son importance. Alors, la profondeur, elle a aussi une autre importance, je reviens dessus, par rapport au dossier que vous allez vouloir poser. C'est-à-dire que si vous avez des éléments à poser, il va falloir que vous puissiez les mettre entre l'ordinateur et le clavier pour pouvoir en fait travailler potentiellement dessus. Si ce n'est les poser sur le côté, mais ça veut dire en fait faire des mouvements de rotation de droite vers la gauche qui sont moins aisés en fait au quotidien. L'autre paramètre, c'est que très bien, on a notre plan de travail, on a notre table, on va poser en fait l'ordinateur dessus et finalement, l'ordinateur, selon sa taille, il ne sera pas forcément à la bonne hauteur. En l'occurrence, un ordinateur, le haut de l'ordinateur, il doit être à la hauteur de nos yeux. Soit en fait, le tiers haut de l'ordinateur, en tout cas, doit être à la hauteur de nos yeux. Ça va éviter en fait d'avoir les cervicales de baisser la tête ou d'être trop en fait en flexion dans l'autre sens. Et donc, si l'ordinateur n'est pas à la bonne hauteur, eh bien, il faut mettre des supports en dessous. C'est sûr que si la personne en fait a des verres progressifs, son ordinateur va avoir tendance à être plus bas parce qu'en fait, elle va regarder plutôt vers le bas. Par contre, si c'est quelqu'un qui ne porte pas de lunettes ou d'autres types de lunettes, en fait, il faudra vraiment que cet écran soit à la hauteur de ses yeux. L'autre chose, c'est de penser également en fait, à incliner l'écran, parce que l'écran, aujourd'hui, on peut les incliner, ça va vous permettre de vous redonner aussi un autre confort, peut-être un petit peu plus de distance aussi par rapport à l'écran. Et puis, l'idéal également, c'est de ne pas avoir en fait, un ordinateur portable, ou en tout cas d'avoir l'écran dissocié du clavier, c'est-à-dire quitte à avoir l'ordinateur de portable avec un clavier déporté et la souris en fait déportée également, et éviter le trackpad en fait de l'ordinateur qui en fait ne vous aide pas non plus sur le plan ergonomique.
Au niveau en fait donc là en fait on a parlé de tout ce qui était assise et puis de la table, du bureau en soi. Maintenant on va parler d'un autre élément qui est important, qui est en fait l'éclairage, à savoir comment se positionner pour travailler quand c'est de la lumière naturelle et bien choisir son éclairage quand en fait on est en lumière artificielle. À savoir que lorsqu'on est en fait sur lorsqu'on positionne son bureau, je n'ai pas de slide pour vous montrer, le bureau doit être plutôt perpendiculaire à une source de lumière. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une lumière qui lèche en fait votre plan de travail et qui vient baigner en fait votre plan de travail, de ne pas subir non plus les reflets et d'avoir une lumière constante. Si vous êtes sur votre bureau face à une fenêtre, vous allez vous retrouver à contre-jour. Donc, c'est ce qui est plus désagréable, puisqu'en fait, vous allez passer votre temps à faire en fait la mise au point entre la luminosité de la fenêtre et puis finalement votre ordinateur si vous regardez un peu au loin de temps en temps. L'avantage, c'est que par contre, ça peut vous distraire si vous voulez regarder dehors, c'est sûr. Après, l'autre chose, c'est pareil. Le bureau en fait dos à la fenêtre est un gros inconvénient également. Pourquoi? Parce qu'il va créer en fait plein de reflets sur votre ordinateur, ce qui va être fatigant au niveau des contrastes, au niveau de la lisibilité sur l'écran, et ça va créer aussi une ombre portée en fait sur votre plan de travail, sur votre espace de travail. Donc, c'est vrai que la position idéale d'un bureau par rapport à une source de lumière naturelle, c'est vraiment de l'avoir perpendiculaire. Je vous l'accorde, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut en fonction de la configuration qu'on a chez soi. Auquel cas, eh bien, on va passer en fait sur la lumière, également la lumière artificielle. Elle a son importance, la lumière artificielle. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, alors si, j'avais des visuels, donc je me suis trompée, j'ai oublié ma slide que je vous montre avec plaisir. L'une en fait qui montre effectivement le petit croquis quand on est à contre-jour par rapport à une fenêtre, et puis l'effet des reflets sur l'ordinateur lorsqu'on a une fenêtre à l'arrière de soi. Ensuite, les images qui viennent ici, c'est pour vous exprimer les choses qui ne sont vraiment pas à faire. On sait en soi en fait que normalement il ne faut pas regarder une télévision faite dans le noir. Très bien, au cinéma on le fait, mais en soi quand on regarde dans le noir, c'est comme si, je vous l'écris en fait ici, vous aviez en fait les phares de voiture, vous êtes dans le noir, vous avez les phares de voiture qui arrivent en face, vous avez une grosse gêne qui se crée au niveau oculaire. Alors que si vous aviez en fait un éclairage même de pénombre, en fait, quand le coucher de soleil vient ou le lever du soleil vient avec les phares qui vous viennent en face, vous n'avez pas du tout la même gêne au niveau oculaire. Donc, ça va être important sur votre plan de travail d'avoir une lampe d'appoint pour pouvoir, en fin de compte, avoir un confort visuel qui va vous permettre de regarder vos documents, mais également de compenser, en fin de compte, la seule lumière artificielle qui vient par l'ordinateur. À savoir d'ailleurs que si on parle en fait de l'écran d'ordinateur, bien penser aussi à le régler, parce qu'en fait, vous pouvez le programmer de manière à ce que, en fonction de la saison et du moment de la journée, en fait, la lumière jaunisse un tout petit peu plus et puis vous agresse moins en fait la rétine et puis et les yeux en fait au fur et à mesure du temps. Au niveau de l'éclairage, j'ai mis une dernière petite icône avec un point d'interrogation. Pourquoi? Parce que la lumière artificielle, c'est bien en fait qu'elle puisse permettre d'être orientable. En fait, la deuxième chose, c'est que je trouve moi qu'au niveau du confort, c'est bien d'avoir aussi un éclairage d'ambiance générale dans votre pièce. C'est-à-dire que se retrouver sur l'image du centre, c'est déjà mieux. Mais l'idéal, c'est d'avoir encore un éclairage en plus général, quitte à ce qu'il soit sur variateur, pour avoir une lumière un petit peu plus diffuse autour et ne pas avoir à faire des mises au point continuelles en fait avec vos yeux. Et ça, c'est vraiment fatigant. Donc, au niveau en fait de l'ordinateur, on en a parlé. Régler l'intensité lumineuse, c'est important. Et au niveau en fait de tout ce qui est lampe d'éclairage, il y a d'autres paramètres. C'est choisir la température de couleur, pour moi, ça a un impact en fait sur le moral. Quand vous êtes à votre bureau, en fait, en règle générale, vous êtes à 4000 degrés Kelvin en bureau, d'accord? Donc, vous avez une lumière très blanche, une lumière en fait qui vous tient éveillé. C'est schling, vous avez des allumettes dans les yeux parce qu'en fait, on a envie que vous bossiez.
Mais par contre, quand vous êtes chez vous, vous pouvez toujours imaginer en fait, d'avoir une lumière un peu plus chaude, un peu plus proche d'une source d'incandescence, c'est-à-dire un petit peu plus proche des 3000 degrés Kelvin, voire 2700, qui sont vraiment les lumières d'ambiance. Donc ça, je trouve que ça a également un impact sur soi et sur son moral, tout simplement. Donc vous pouvez jouer là-dessus. Faire attention à ce que la lampe, en fait, la source de lumière de la lampe ne vous agresse pas non plus. Donc, faire en sorte potentiellement que vous ne voyez pas l'ampoule. Voir une ampoule avec le filament, c'est à bannir et c'est vraiment pas l'idéal. Par ailleurs, voilà 3 exemples. En fait, c'était une sélection en fait, qu'on avait fait d'éclairage pour des clients. De différents types de lampes qui peuvent être sur un bras ou justement en fait articulées pour éclairer le plan de travail, ou bien encore ça peut être la globole, par exemple la lampe du milieu, qui est un globe mais qui a tellement d'épaisseur de verre que ça ne vous éblouit pas. Par contre, ça vous fait un éclairage d'ambiance. Moi, personnellement, je travaille avec ça. C'est ce qui me convient le mieux. Parce que ça me permet d'avoir une lumière d'ambiance en fait, dans toute la pièce, en même temps d'éclairer en fait, mon bureau sans m'agresser, puisqu'il est en fait sur variateur. Au niveau de... alors, ça vous dit de faire une pause. Là, c'est presque l'heure en fait du café. On est d'accord? Clairement. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Au-delà du fait que j'aime le café, j'avoue, ou le thé, ou ce que vous voulez, c'est important de faire des pauses. Mais les pauses, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, c'est simplement en fait physique. C'est-à-dire que très clairement, en fait, quasiment toutes les heures, il faudrait faire quelques minutes, 4, 5, 6 minutes de pause, de manière en fait à détendre musculairement en fait les bras, mais également faire des mises au point en fait plus loin de son regard pour défatiguer les yeux et puis travailler en fait de manière oculaire en fait faire la gymnastique le yoga des yeux par exemple, mais c'est aussi détendre les pieds, c'est détendre les poignets, faire des torsions, etc. au niveau du bassin. Pourquoi? Pour vous permettre de vous détendre complètement au niveau dorsal et autres. Et puis, il ne faut pas oublier également de s'hydrater. Je plaisantais un petit peu avec la pause café ou la pause thé, mais en soi, en fait, quand on est devant son ordinateur, on a vraiment tendance à rester accroché quand on est chez soi parce qu'on n'a personne qui vient nous solliciter ou nous poser une question. Et donc, du coup, on reste en fait, voilà, le nez dans le guidon. En tout cas, moi, de mon côté, je sais que j'ai tendance à être comme ça et je travaille de chez moi. Donc, importance de faire des pauses régulières et je vous jure qu'en fait, c'est indispensable pour le physique, mais pour le moral, ça fait du bien aussi pour repartir mieux derrière. Ensuite, et dernier point en fait, que je vais aborder ici en soi et qui touche finalement en fait, notre métier en tant qu'architecte d'intérieur, c'est ce que je vous ai évoqué en fait, au tout début, c'était à savoir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour soi, chez soi. Est-ce qu'on a une pièce bureau déjà qu'on peut dédier complètement à un bureau ou est-ce qu'on va devoir intégrer son coin bureau en fait, dans une pièce de vie parce que notre espace, notre surface ne le permet pas. Ça va être les questions auxquelles il va falloir... Pardon ? Désolée, il te reste quelques minutes. Très bien, ça tombe bien, c'est quasiment fini. Donc, je finis. En fait, en soi, pour certains, c'était un rêve en fait, d'être en télétravail. Et puis, c'est devenu en fait un vrai cauchemar pour d'autres, un vrai casse-tête parce que justement, ils ne savaient pas comment implanter. Eh bien, nous, en fait, en tant qu'architecte d'intérieur, on va être là pour vous aider justement en fait, à trouver la bonne implantation de votre espace de travail en fonction des différents critères que je vous ai évoqués. Mais aussi, en fait, trouver en fait, notre créativité, elle est là pour vous accompagner et trouver en fait des astuces. C'est-à-dire que peut-être que votre espace, il est petit chez vous, peut-être que c'est un appartement ou peut-être qu'on doit l'intégrer dans un salon où vous n'avez pas envie de le défigurer. Auquel cas, on peut travailler en fait à dissimuler ce bureau de différentes manières. Alors surtout, vous ne regardez pas les chaises, hein, c'est tout ce qui potentiellement, j'ai dit qu'il ne fallait pas forcément faire en fonction des hauteurs de plan de travail. Et on peut le rendre également escamotable, comme sur la photo en fait, qui est complètement à droite, pour le dissimuler une fois de plus, mais d'une autre manière. Mais on peut également en fait, l'intégrer à d'autres fonctions. En fait. Il peut très bien visuellement en fait, être intégré à une bibliothèque, à des penderies, dans une chambre. En fait, on peut l'intégrer dans n'importe quelle pièce. C'est sûr que certaines personnes auront le confort et la possibilité d'avoir une pièce bureau. Auquel cas, tant mieux pour eux parce qu'en fait, on sera
bloqué aucunement par le style du bureau, du mobilier qu'on choisira et par les aménagements. Qui plus est, on pourra faire une isolation potentiellement phonique. Par contre, dès lors qu'on commence à devoir intégrer en fait celui-ci dans une pièce de nuit, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc, dernière photo, on peut tirer parti aussi en fait d'un espace qu'on n'exploite pas le reste du temps. Ça peut très bien être le dessous d'un escalier, un angle perdu, ou encore, comme sur la photo de gauche, un passage en fait entre deux pièces dans un appartement traversant. Donc, j'espère que vous aurez compris l'importance, j'ai envie de dire, si vous avez les bonnes pratiques au bureau, de l'importance en fait de les reprendre, ces bonnes pratiques chez vous, histoire de ne pas finir chez l'ostéopathe. Parce que là, en l'occurrence, je pense que sincèrement et très clairement, je pense qu'on oublie la table basse, on oublie de travailler dans le lit. Et j'en passe parce qu'en fait, je vous ai montré quand même quelques exemples qui n'étaient vraiment pas l'idéal. L'importance, c'est vraiment votre assise, votre hauteur de bureau. Et si vous mettez en fait déjà ça en pratique, je pense que ça vous évitera en fait des inconforts à la longue. Voilà. Donc, désolée pour les ostéopathes. Merci beaucoup Catherine, super intéressant, plein de petites astuces, donc j'espère que vous en avez tous pris note. Avant de passer aux questions, je vais d'abord donner la parole à Stéphane. Merci Eugénie. Merci beaucoup Catherine pour la présentation. Effectivement, tous ces conseils pour aménager les intérieurs. Si vous êtes d'accord, juste en quelques minutes, avant de répondre aux nombreuses questions, j'aurais souhaité peut-être, si Catherine bien entendu est d'accord, qu'Élodie Sago puisse peut-être nous apporter un petit éclairage, puisque Élodie donc, est architecte également, et elle a aussi cette casquette RH, et on avait traité de sujets. Elle a traité un sujet très intéressant effectivement mardi, qui s'inscrit complètement dans la thématique de Catherine, puisque effectivement ce télétravail pose la question effectivement de l'intimité, parce que cet open space qui est décrié dans l'environnement de travail, du coup la maison des fois c'est aussi transformé un petit peu en open space, et l'être humain a besoin d'intimité, qu'elle soit acoustique, verbale et visuelle. Et après, si, encore une fois, vous êtes d'accord, juste avant les questions, peut-être un éclairage de Fabienne Broucaré, également de Maya Pidjob, qui a aussi certainement un éclairage à nous apporter. Bonjour, normalement j'ai enclenché la vidéo, tout le monde me voit? Oui. Ça marche. Bon. Donc, oui, juste rapidement, mardi, j'avais parlé de la notion de l'intime dans les différents bouleversements liés au Covid et à cette période de télétravail intense qu'on a tous vécu. Donc, c'est vrai que le fait de travailler chez soi, et notamment en visio ou en audio, on s'est tous retrouvés dans des situations où finalement les enfants, les conjoints passaient dans la vidéo. Enfin, tout d'un coup, il y a eu un mélange complet entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, il y a des côtés positifs, hein, il y a dans des dynamiques d'équipe, ça a créé un nouveau lien et ça a pu être intéressant pour certains. Pour d'autres, ça peut être très mal vécu. Il y a des personnes qui veulent vraiment scinder dans leur vie le côté professionnel et personnel. Donc, ça peut être complexe pour… En tout cas, c'est à prendre en compte. Et dans votre aménagement de bureau, tel que Catherine nous l'a extrêmement bien décrit, il faut aussi penser effectivement à l'arrière-plan éventuel si vous avez des vidéos, qu'est-ce qui se passe derrière, ou si je ne veux pas montrer comment c'est chez moi, parce que voilà, vos collègues vont voir chez vous, mettre des fonds d'écran, voilà, il existe des systèmes, mais en tout cas avoir cette notion-là en tête. Merci beaucoup Élodie. Fabienne, peut-être un petit mot si vous souhaitez. Oui, alors du coup, je ne sais pas si ma vidéo marche pas, j'ai l'impression que ça marchait tout à l'heure, mais ouais, bon, je vais parler juste avec le micro, c'est pas grave. Du coup, c'était très intéressant, ça faisait du bien, je trouve, de voir des choses ergonomiques et belles aussi, parce qu'on a tendance parfois trop souvent à dissocier les deux. Et là, j'avoue que ça donne envie et ça fait plaisir voilà, de se dire qu'on peut prendre soin de soi d'un point de vue ergonomique et en même temps avoir des belles choses chez soi. Et l'importance des pauses est capitale. Et il y a autre chose qui me semblait essentielle, c'était aussi par rapport aux assises, de
varier dans la journée, c'est-à-dire que contre la sédentarité, hélas, aller faire votre séance de running le week-end ne compensera pas si vous restez assis de 8h à 18h tous les jours. Donc, au-delà des pauses, d'aller prendre un bon café, un thé, n'hésitez pas à aller marcher ne serait-ce que 5 minutes et à varier les assises dans vos journées. C'est-à-dire que quand on parlait du Swiss Ball, ça peut être intéressant de travailler 1 heure sur votre ordinateur, après 20 minutes sur le Swiss Ball et ainsi de suite dans votre journée pour que du coup, vous soyez en mouvement. Et je pense que c'est aussi une clé contre les TMS, notamment au quotidien. Et après, pour éviter aussi le travers de rester non-stop devant son ordi de 8h à 18h, au-delà des pauses, ce qui peut être intéressant, il y a plusieurs choses, il me semble. Ça peut être de faire des rituels le matin qui me dit que j'arrive au bureau, même si je suis chez moi, et le soir pour décompresser, que vous réussissiez à avoir un sas entre votre vie pro et votre vie perso. Ça peut passer par 10 minutes de marche, 10 minutes de méditation, en tout cas qu'il y ait une coupure pour pas enchaîner, parce que c'est un peu ce qui s'est passé parfois pendant le confinement où on était non-stop toute la journée entre le travail et la vie personnelle ou familiale. Donc d'avoir un peu comme un sas de décompression comme on aurait dans les transports habituellement, ça peut aussi faire du bien. Et de déconnecter surtout le soir, quel que soit, si vous avez un bureau fermé, c'est bien, on ferme la porte, mais si vous avez voilà, votre bureau dans un coin de vie, c'est aussi ranger l'ordinateur, essayer de ne pas l'avoir sous le nez pour réussir vraiment à déconnecter le soir et le week-end. C'est essentiel pour que le télétravail soit source de bien-être et qu'il n'y ait pas non plus trop, je dirais, un brouillage entre la vie pro et la vie perso. Merci beaucoup, Fabienne. Plein de questions pour Catherine. Eugénie. Ah oui, attention. Donc là, en plus, on est super. Pour ça, je me suis permis, Catherine, de donner la parole à Fabienne et Elodie quelques instants. Et là, il y a pas mal de questions. Donc, je laisse Eugénie officier. C'est parti. Oui, alors la première question était d'Emmanuel, mais c'était sur les gros ballons pour s'asseoir. Et je pense qu'on a déjà, on en a déjà parlé. Donc, tu me dis, Emmanuel, si tu avais un truc plus précis en tête. Après, on a Virginie qui demande pour les tabourets où on coince les pieds en arrière. Ah bah c'est pas terrible, hein. mais tout comme, ah oui, si, alors non. Ça c'est effectivement, je visualisais quand on a 4 pieds qu'on a tendance à mettre les pieds en arrière. Mais non, elle, ce dont elle parle, en fait, c'est les tabourets, enfin les chaises où on est plié en fait. Et ça, c'est plutôt bon. Et j'ai envie de dire qu'en règle générale, même des ostéos en fait les conseillent. Ces sièges où on met les jambes effectivement en arrière et où on est un petit peu en avant. L'assise est un petit peu en avant. J'en ai pas parlé parce qu'effectivement c'est assez spécifique, mais j'aurais pu le mettre avec le ballon en soi. Et je voudrais juste rebondir là-dessus justement, et l'importance, c'est qu'une assise qui convient à une personne ne convient pas forcément à une autre personne. Donc par exemple, quand elle me pose cette question, ça peut lui convenir, mais ça pourrait ne pas convenir à quelqu'un d'autre, comme par exemple le Swiss Ball. Hein. Super, merci. Alors, après, on a qui demande de confirmer s'il est recommandé que les coudes soient sur la table de travail et la main sur la souris. Sur la main sur la souris, oui, si on en a besoin, en tout cas, j'ai envie de dire. Après, voilà. Mais en soi, en fait, les coudes sur la table, non, parce que ça va surtout dépendre de la hauteur d'assise par rapport à la hauteur de la table. C'est-à-dire que si votre assise est trop basse par rapport à votre table et que vous mettez les coudes, mais vous allez être comme ça, en fait. D'accord ? Vous allez avoir les épaules qui vont remonter. Donc, ce qui est important, c'est de faire la corrélation entre la hauteur d'assise et la hauteur du plan de travail. C'est-à-dire que l'important, c'est le 90 degrés qui est au niveau du coude. D'accord ? Et c'est ça qui va être le plus important. Donc, en soi, il faudrait que les avant-bras reposent soit sur les accoudoirs, soit en partie sur le plan de travail, un tout petit peu ou légèrement, de manière en tout cas à ce que les épaules ne remontent pas et à ce que les épaules se détendent. Alors après, on a une question de Karine. Que penser des bureaux assis debout ? Moi, je pense qu'en fait, ça rejoint exactement ce que dit Fabienne, en fait. C'est que du coup, ça permet de varier ses positions dans la journée. Et donc, du coup, je pense que c'est bon pour le corps. Et d'ailleurs, je ne sais pas, là, je ne fais pas de publicité, mais il y a une émission qui est passée, en fait, sur une chaîne, dernièrement par rapport au dos, et où ils mettaient en avant, par exemple, le fait de marcher en étant debout devant un ordinateur sur un tapis roulant.
d'accord, et où il mettait en avant le fait qu'on fatiguait beaucoup moins parce qu'on était en mouvement et que ça pouvait être l'objet de, par exemple, d'un aménagement pendant quelques heures dans la journée pour justement être en mouvement. Parce qu'on a tendance à oublier, en fait, on veut finir, on veut faire son travail pendant toute la journée, on reste accroché à sa souris, mais on oublie juste un paramètre, c'est que partir dehors, faire 15 minutes de marche ou une demi-heure, ça paraît en fait un temps perdu. Mais dans la réalité, on est beaucoup plus efficace quand on revient et on fait du bien au corps. Alors, Eulalie, après, parle de la hauteur d'écran adéquate avec un PC portable. Alors, je pense que tu en as parlé en disant… Oui, mais je vais rebondir parce que j'ai aperçu la question. Et en fait, effectivement, ça veut dire que si on travaille avec l'ordinateur portable, il y a un moment, c'est soit c'est l'écran en fait qu'on utilise et on a le clavier en fait déporté, mais il y a un moment, il ne peut pas être à la bonne hauteur. Après, on peut le surélever. Il y a des… Oui, on peut le surélever, mais si on le surélève et qu'en fait, on travaille sur le clavier de l'ordinateur, de l'écran, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas compatible. Alors après, attention, une chose de plus, en fait, je suis architecte d'intérieur, je ne suis pas ergonome. Et ergonome est vraiment un métier à part entière. Donc les principes que je vous donne là sont des principes de base. Super. Après, la prochaine question, désolée, Tiffen qui demande, est-ce que… Ah oui, elle voudrait avoir le visuel des exercices d'étirement de chaque heure. Ah oui, je peux le mettre sans problème. Tu peux le mettre, je sais pas, sur le chat ou sinon tu me l'envoies et je peux le mettre dans un… Oui. Je peux le mettre en description de la vidéo sur YouTube. D'accord. Et j'enverrai après, quand j'enverrai le lien du lien YouTube, de la vidéo YouTube, vous y aurez tous accès. D'accord. Voilà. Après, beaucoup de super, merci, bravo. Donc, c'est encourageant. Si tu me permets, Eugénie, juste parce qu'il y a une question qui me semble intéressante en complément. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Fest. Existe-t-il un marché d'occasion du mobilier de bureau qui permette de s'équiper avec une borne et ergonomie sans se ruiner? Alors là, je vais bien entendu laisser Catherine répondre, mais c'est vrai que ça pose aussi, dans tous ces changements à venir, se poser la question de savoir est-ce que l'employeur prend à sa charge tout ou partie des frais d'équipement du domicile, en tout cas, évidemment, pas l'aspect peut-être décoration, mais en tout cas, l'aspect mobilier. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a déjà un mouvement de fond il y a quelques mois où, en règle générale, beaucoup d'entreprises, et ça arrive en France, offrent de 500 à 1000 euros par collaborateur pour s'équiper. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi une question sous-jacente qu'il va falloir traiter dans les semaines et les mois à venir. Catherine, concernant le marché de l'occasion? Alors, j'ai envie de dire, le marché de l'occasion, il existe pour tout. Donc, oui, pour le mobilier en fait de bureau, on va pouvoir trouver un marché de l'occasion. Tout comme en fait, certaines marques en fait ou distributeurs font des ventes privées en fait de temps en temps, et donc du coup, on peut très bien trouver des meubles en fait pour le bureau. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est intéressante aussi, c'est que on en a parlé tous les deux. C'est que en fait, les fabricants sont vraiment aussi en train de réfléchir à faire des sélections de mobilier, en l'occurrence comme par exemple les chaises que je vous ai montrées, de manière à trouver des choses qui soient ergonomes, mais qui en même temps puissent vraiment s'intégrer en fait chez soi. Donc, ils sont aussi en train d'essayer de développer ça et de réfléchir à pouvoir proposer en fait des gammes pour le particulier. Voilà. Au-delà du fait que certaines entreprises ont déjà commencé en fait à se mettre en partenariat effectivement avec des fournisseurs pour pouvoir proposer à leurs salariés en fait des prix. Super, merci beaucoup. Après, on avait une question sur le repose-pied. Le repose-pied, en fait, il est bien aussi. Ça va vraiment… En fait, c'est comme l'assise, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre des personnes. Il y a des personnes même qui auront besoin de surélever un tout petit peu plus leurs jambes pour être bien quand ils ont des problèmes de circulation, par exemple. Donc oui, le repose-pied, il peut être très bien selon les personnes, en fait. C'est vraiment des choses à essayer et il faut trouver son confort chez soi, en fait. Il faut pas subir sa table et il ne faut pas subir sa chaise. Et donc, c'est pas mal parce que ça rentre directement dans la question suivante, Tiffen qui demande comment savoir, en fait, finalement, quel type d'assise est la bonne pour nous.
Alors, en fait, c'est comme quand je vais avec un particulier choisir du mobilier, par exemple, en tant qu'architecte d'intérieur, on est amené à aller choisir des canapés, des chaises pour manger et autres, en fait, avec nos clients. Et bien, en fait, je leur dis toujours, le plus important, c'est pas à moi de faire une présélection. Je fais une présélection en fait, de mobilier. C'est pas à moi de choisir. C'est à eux de venir avec moi et de faire l'essai de l'assise. Parce que ce qui leur convient à eux ne me conviendra pas forcément à moi. On n'a pas la même morphologie. C'est d'où l'importance. Je dirais que c'est compliqué d'acheter sur Internet, bien qu'on puisse renvoyer, mais l'important, ça va être d'aller l'essayer, cette assise. Super, merci beaucoup. Et je pense que pour la dernière question, il y avait Emmanuel qui demandait pour le ballon chaise. Je crois que c'était un truc un peu différent du… Ah oui, en fait, sur roulette, j'ai aperçu qu'en fait, on pouvait avoir ce ballon en fait, avec un petit dossier et sur roulette. Pourquoi pas? En fait, ça a l'avantage de mixer le Swiss Ball en fait, à la chaise. Donc, de pouvoir potentiellement se déplacer, bien que déjà, avec le Swiss Ball, en fait, on arrive à faire de la rotation et à se déplacer le long de son plan de travail. Les vertus du 2 en 1. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire que pourquoi pas, je dis pourquoi pas, mais en fait, en soi, le Swiss Ball, quand on a l'habitude, on se tient bien et on n'a pas besoin de dossier. On se tient droit, enfin, en tout cas pour moi, je me tiens droit. Mais après, j'ai pu en discuter justement avec quelqu'un d'une fourniture de bureau qui lui me disait que ça, c'est bien quand effectivement on est déjà un peu musclé et quand on fait un peu de sport à côté. Voilà. Merci beaucoup Catherine, je crois qu'on a fait toutes les questions. Donc merci à tous d'avoir participé. Merci à Stéphane, merci à Élodie d'avoir pris la parole et à Fabienne. Ça clôt notre conférence, notre cycle de conférences de cette semaine. Et on espère vous revoir pour de nouvelles aventures. Et merci d'avoir participé. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Catherine, est-ce que peut-être tu veux dire un petit mot de l'UNED ou pas? Non, oui. Est-ce que tu as prévu? Oui, parce qu'en fait, effectivement, on est tous intervenus quand même au nom de l'UNED et je pense que c'est important que vous sachiez en fait qu'on peut vraiment vous accompagner en tant qu'architecte d'intérieur. C'est quand même notre domaine de pouvoir en fait rentrer chez le particulier et vous accompagner en fin de compte à associer l'espace de travail réellement chez vous. C'est notre domaine et on a l'esprit créatif, mais on connaît aussi l'aspect fonctionnel et puis on a en fait aussi ces notions en fait d'ergonomie qui sont importantes, mais pour, j'ai envie de dire, le bureau, mais pas que, c'est-à-dire que aussi bien les aménagements tertiaires que pour le particulier au quotidien. Donc en fait, il ne faut pas s'imaginer que l'architecte d'intérieur est inaccessible. Au contraire, en fait, il y a plein de façons de travailler en fonction des projets de chacun. Donc, l'UNED, l'Union nationale des architectes d'intérieur et designers en, fait, en France, a un vivier en fait, de personnes sources qui peuvent vous aider sur toute la France. Et dernière réponse à Cathy, effectivement, toutes les conférences seront visibles sous peu sur notre chaîne YouTube. Et nous les posterons bien entendu. Nous vous tiendrons au courant. On pense envoyer un message groupé avec tous les liens, les 3 liens aux conférences. J'ai aussi mis le lien vers Officeni si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et merci encore et passez une super journée. Merci Catherine, merci à toutes et à tous et surtout merci à Eugénie qui m'a aidé, qui m'a plus qu'aidé, qui a pris ce projet à bras le corps et voilà, qui l'a mené de main de maître. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Catherine, à tout de suite.